À l'archevêché de Conakry, fini le colloque régional consacré au dialogue interreligieux. Il prône le vivre ensemble entre musulmans et chrétiens. La clôture des travaux est marquée par une visite au centre islamique de Donka. C'est tout pour les titres. Après son élection à la présidence de la République, Mamadi Doumbouya effectue son premier voyage officiel à l'aéroport Ahmed Sékou Touré ce vendredi devant la classe dirigeante. Le chef de l'État quitte Conakry pour Addis Abeba, une réponse à l'invitation de l'Union africaine, et c'est pour participer au 39e sommet de l'instance continentale. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. La Guinée fait son retour au sein de la grande famille africaine l'UA, une organisation à la création et au renforcement de laquelle elle a activement contribué. Ce retour très attendu marque la place d'un pays pilier de l'Union africaine, dont l'engagement panafricaniste est unanimement salué sur le continent. Fidèle à sa tradition de leadership depuis les premières heures, la République de Guinée a toujours su assumer pleinement son rôle au sein des instances africaines. Notre pays prendra part aux travaux du 39e sommet de l'Union africaine, prévu les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie. C'est dans ce contexte panafricain que le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry ce vendredi 13 février 2026 pour la République démocratique fédérale d'Éthiopie. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, plusieurs personnalités étaient présentes au cérémonial de départ du chef de l'État. Au bas de la passerelle, le chef de l'État a eu droit à tous les honneurs dus à son statut de président de la République. Symbolisant la reconnaissance et le respect, le président de la République a fait le tour de la haie d'honneur pour échanger de chaleureuses poignées de main avec les autorités civiles et militaires invitées à prendre part à ce cérémonial qui marque le tout premier voyage officiel du chef de l'État depuis son investiture à la magistrature suprême de notre pays.
Après les différentes étapes protocolaires de ce voyage de travail du président de la République, Son Excellence M. Mamadi Doumbouya, chef de l'État guinéen, s'est confortablement installé à bord de son avion présidentiel qui a décollé aux environs de 13 heures, direction Addis Abeba en République démocratique fédérale d'Éthiopie. Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. On prend la direction de Banjul, capitale gambienne. C'est pour la 3e fois consécutive. Au Conseil des ministres, Mourana Souma est autour de la table. Au même moment, admission de la Guinée au poste de secrétaire exécutif de la CPAO. Marie-Angélique Bangoura, envoyée spéciale. Arrivé ce jeudi 12 février à Banjul, le ministre guinéen de la Communication et de l'économie numérique de l'innovation, Mourana Souma, effectue son premier déplacement officiel à l'étranger, quelques jours seulement après sa nomination. À sa descente d'avion, il est accueilli par le consul honoraire de la Guinée en Gambie, le colonel Aboubakar Yula. Après les civilités d'usage, le ministre se rend au lieu abritant la 3e session des ministres de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. La rencontre réunit 12 pays membres, dont la Gambie, le Ghana, le Burkina Faso et le Sénégal. Opérateurs postaux et autorités de régulation y échangent autour des enjeux de coopération et de modernisation du secteur postal dans l'espace ouest africain. Je voudrais exprimer nos remerciements les plus chaleureux à son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, ainsi qu'à son gouvernement pour l'accueil fraternel, la qualité irréprochable de l'organisation et l'attention constante accordée à nos travaux depuis l'arrivée à Banjul. Je voudrais également transmettre au nom du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, ses sincères remerciements à son frère, le président Adama Barrow, pour l'honneur qu'il a fait à la Guinée en prenant part le 17 janvier dernier à sa cérémonie d'investiture. Un geste fort qui témoigne de la solidité de nos liens et de notre attachement commun à l'intégration sous-régionale. La Guinée, même en dehors de la présidence, continuera à jouer pleinement sa partition dans le renforcement de notre organisation commune, puisque ça figure comme un des éléments essentiels de notre politique de développement intitulée Simando 2040. C'est dans cet esprit de continuité et d'engagement que mon gouvernement a décidé de présenter la candidature de la République de Guinée au poste du secrétaire exécutif de la CPAO. En passant le flambeau à la République sœur de Gambie, je souhaite plein succès à mon collègue ministre dans l'exercice de cette haute responsabilité. J'invite enfin chacun de nous à veiller scrupuleusement au respect de nos textes. La Guinée, qui assurait jusque-là la présidence du Conseil des ministres de la CPAO, passe officiellement le flambeau à la Gambie, après 4 années de mandat marqués par la relance du dialogue sous-régional. Mais Conakry ne quitte pas Banjul les mains vides. Au niveau du conseil d'administration, le Guinéen est élu secrétaire exécutif de la CPAO, une désignation stratégique qui place désormais la Guinée au cœur du pilotage décisionnel de l'institution. Je ne laisserai pas mon frère de la Guinée, je serai là pour l'appuyer, d'autant plus que je pense qu'on a conçu les projets que nous avons à mener, donc je reste à votre disposition. Mais c'était un réel plaisir de vous servir. Et merci beaucoup pour votre aimable soutien et de m'avoir fait confiance. En me disant par consensus à la tête de notre institution, vous me confiez une mission très très lourde, mais vous l'avez allégée. Parce que quand vous faites venir à mes côtés un frère siamois, aguerri à la tâche, qui ne se présente pas dans le monde postal de la planète Terre, je me dis que le chemin est devenu beaucoup plus facile. Je félicite M. Isaac Nyambayao pour son choix à la tête du conseil d'administration.
Au terme de cette rencontre, les experts quittent Banjul avec une feuille de route claire et opérationnelle. L'enjeu est de faire de la poste ouest africaine un véritable outil de développement au service des populations. À travers ce mandat, les autorités guinéennes entendent peser davantage sur les orientations du secteur postal. Retour à Conakry. Modernisation de l'administration et de la fonction publique. Le chef du département entame les premières rencontres avec les services placés sous sa tutelle. Faya François Bourouno a sillonné 3 directions stratégiques. À chaque étape, les nouvelles directives sont déclinées. Mamadi Ternak à Misoko. Pour sa toute première activité, en tant que ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, l'agenda a été particulièrement chargé pour Faya François Bourouno. Le ministre a successivement rencontré la Direction générale de la fonction publique, l'Inspection générale de l'administration publique et la Direction générale des concours et examens professionnels. Les échanges ont permis de décliner les nouvelles orientations du département après la restructuration gouvernementale et insuffler une dynamique de réforme axée sur la performance, la transparence et la modernisation du service public. L'entretien avec le ministre nous a beaucoup édifié. Il s'est agi principalement de ce qu'on appelle la modernisation. C'est un chantier qui est très vaste. En ce qui nous concerne, la direction des concours et examens professionnels, il s'agit de faire cette réforme concernant les concours, concernant les examens professionnels. Le travail qui sera fait à l'avenir, c'est vraiment un travail qui va satisfaire le public. Au cours des échanges, plusieurs sujets majeurs ont été abordés, notamment la gestion des ressources humaines de l'État, le renforcement des mécanismes de contrôle administratif et l'accélération de la digitalisation des services publics. Ensemble, nous avions accompli beaucoup de chantiers qui ont été des chantiers réussis. Et donc, il fallait partager ma satisfaction pour le travail accompli. Et j'en ai profité pour aussi faire le point sur le niveau de fonctionnement de ces services, mais dans les moindres détails, pour comprendre un peu les points d'amélioration. À travers cette série de consultations, Faya François Bourouno entend poser les jalons d'une administration plus performante, plus crédible et résolument orientée vers les résultats. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté des autorités de bâtir un service public moderne, efficace et pleinement engagé au service du développement national. Retour à Addis Abeba, en plus bref et en image. Après avoir quitté Conakry cet après-midi, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a atterri à l'aéroport international d'Addis Abeba Bolé dans la soirée de ce vendredi 13 février 2026. Il a été accueilli avec les honneurs par le ministre d'État éthiopien chargé de l'industrie. Sur le tarmac de l'aéroport international, les salutations protocolaires et les échanges chaleureux ont marqué les premiers instants de cette visite officielle. Aux côtés du chef de l'État, la délégation guinéenne composée de hautes personnalités civiles et militaires. Cette présence à Addis Abeba s'inscrit dans la dynamique de renforcer la coopération bilatérale. Journée mondiale de la radio, on s'intéresse à quelques anciennes grandes voix. Elles brisent le silence et se confient à l'une de nos équipes. Ce sont des témoignages qui rappellent leur carrière, mais surtout l'évolution de la radio, un média qui défie le temps malgré l'influence des nouvelles technologies. C'est le grand format de la rédaction avec la signature d'Alpha Isiagaba, Abdul Karifa Keita, Fatoumata Yadi Damba. C'est un générique qui a bercé plusieurs générations. Il s'agit d'un extrait du morceau de Djily Moussa Diawara, proposé et réalisé par Jean-Baptiste Williams. Nous sommes au milieu des années 1980. À cette époque, la radio nationale rayonne dans tous les foyers. Hadja Maïmouna Diallo, ancienne grande voix de Radio Guinée, se souvient avec émotion de ces moments d'intense ferveur radiophonique où l'antenne rassemblait et informait des millions d'auditeurs. Quand j'entends le générique du journal parler, je suis émue parce que ça me fait rappeler de grandes voix, de la voix de la Révolution et de Radio Guinée. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait que la radio. Donc tout le monde était accroché à la radio. Toutes les informations passaient par la radio. Tout ce que la radio dit, c'est ça la vérité, à tous les niveaux et partout.
et c'était suivi. La radio ne se meurt pas. Non, elle ne va pas mourir. Elle n'a plus le poids qu'elle avait. Nous avons également rencontré d'autres figures emblématiques de Radio Guinée. Thierno Mamadou Diallo, journaliste, ainsi qu'Ousmane Kamaradi Ossé, ancien directeur général de la RTG. Aujourd'hui à la retraite, ces grandes voix gardent un regard empreint de nostalgie sur leur début au sein de la radio nationale, une école de rigueur et de passion. La radio, sa place tout à fait au début, c'était donc une place de premier rang parce qu'il n'y avait que la radio elle-même, donc la radio nationale, pas une autre radio, sinon que les autres radios qu'on pouvait écouter, c'était juste Africa numéro 1, Radio France Internationale, la BBC, etc. Mais en ondes courtes, mais en FM, non, il n'y avait que juste Radio Guinée. Toutes les émissions avaient ce caractère politique. La chance, n'est-ce pas, à ce début, c'est que vraiment la plupart de ceux qui venaient, et surtout que les cadres ne sont venus à la radio qu'à partir des années 70, et les sortants, n'est-ce pas, des universités. Donc il y avait quand même vraiment des compétences. Vraiment, les gens avaient une bonne culture, une bonne formation. Il suffisait seulement de transiter un peu vers le studio école pour montrer à chacun comment dire, donc comment parler, pour ne pas dire comment lire un texte, n'est-ce pas, à la radio. Nous, on avait ce qu'on appelle le conducteur, ce que vous n'avez pas aujourd'hui. En plus, on prenait aussi des émissions qu'on animait. Et c'était ça. C'est pas comme aujourd'hui où vous avez d'autres types de régie d'antenne ou de conduite de l'antenne. Ce n'est pas pareil. Nous, on a commencé, on n'avait pas le numérique. Donc, tout était écrit à l'époque. Je suis arrivé directeur de la RTG en 2010. Je suis resté là quelques mois. J'ai quitté et je suis allé dans le privé. Mais en ce 21e siècle, la radio fortement bousculée par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Face à la concurrence du numérique, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, elle doit se réinventer pour continuer à exister. On ne ment pas à la radio. On sait que les informations qui filtrent aujourd'hui au niveau de la radio, c'est des informations fiables, c'est des informations claires. Maintenant, est-ce que c'est le moyen le plus privilégié? Ça en est une autre question. Donc, la radio d'hier, la radio d'aujourd'hui et la radio de demain, la radio reste la radio. Tu sais que les journalistes de la radio, eux, ils parlent pour les oreilles. En fait, ils représentent les yeux, ils représentent les oreilles, ils représentent en même temps l'écriture si tu sais écrire. Là, en tant que quelqu'un qui s'y connaît un peu, tu connais l'effort que le journaliste de la radio est en train de mettre pour que toi tu puisses comprendre. Pour que la radio puisse résister au temps, il faut absolument que toutes les émissions passent sur l'internet. Même les journaux les plus percutants aujourd'hui, soit ils virent vers la télé, soit ils virent vers la radio. Donc en fait, un média ne remplace pas un autre, mais là il faut s'adapter. La meilleure façon de s'adapter, c'est de migrer vers l'internet. En ce 13 février, l'occasion de la Journée internationale de la radio, célébrée à travers le monde, l'heure est à la réflexion. La radio, média le plus accessible et le plus proche des populations, doit opérer sa mue pour relever les défis actuels, s'adapter aux nouvelles technologies, innover dans les formats actuels, renforcer l'interactivité. Autant de leviers indispensables pour préserver sa place dans le temps et continuer à écrire l'histoire. Radio Guinée, les projecteurs sur le monde. Merci Alpha Isiagaba pour ce rétroviseur sur la radio. Positionnement de la Guinée sur les marchés régionaux et internationaux. Cela passe par le digital. Une nouvelle plateforme numérique est disponible. Il est question de faciliter l'accès aux documents administratifs liés à l'exportation. Falilou Diallo pour plus d'explications. Dans la dynamique de modernisation de sa communication institutionnelle numérique en faveur des exportateurs et positionner la Guinée sur les marchés régionaux et internationaux, la GUIPEX met en place une nouvelle plateforme numérique interactive, une vitrine digitale au service des exportations guinéennes. Toutes les entreprises n'ont pas le temps de quitter à l'intérieur pour venir ici pour connaître ici les informations concernant
la procédure d'exportation d'un produit. Donc cette plateforme va permettre ici à ces acteurs d'avoir les informations en temps réel et facilement. Et aujourd'hui, les exportateurs ont acheté le cacao ici à un prix vraiment très élevé et ils ne peuvent pas le vendre. Et s'il y avait des plateformes comme ça qui pouvaient donner des informations directement à temps réel, les exportateurs pouvaient dire alors écoutez, on va attendre d'acheter d'abord pour comprendre d'abord la bourse de New York, la bourse au niveau international pour pouvoir se positionner au niveau de l'achat du cacao. Dans un monde de plus en plus interconnecté, l'image numérique et la présence en ligne constituent désormais des leviers stratégiques de compétitivité et de visibilité internationale. Cette nouvelle plateforme vient matérialiser cette volonté du département de l'industrie et du commerce à faciliter les démarches administratives liées à l'exportation. Le CGC réaffirme sa disponibilité accompagnée de l'AGIPEX dans cette dynamique afin de renforcer, structurer et booster nos exportations à travers une meilleure organisation logistique, une plus grande fluidité des flux commerciaux et la participation de nos exportateurs aujourd'hui aux différentes foires. Cette initiative, dis-je, est une ambition large de transformation de notre économie, le développement de notre industrie et l'expansion de nos échanges commerciaux avec l'extérieur. Le lancement de cette plateforme sécurisée et accessible marque ainsi une étape majeure dans la transformation digitale de l'AGIPEX. Il traduit également la volonté affirmée de cette structure de se positionner comme un acteur central et incontournable dans la promotion des exportations guinéennes sur l'échiquier économique international. À Boké, on enchaîne avec l'enrôlement des acteurs du secteur du commerce, d'industrie et d'artisanat de la région. Les opérations sont effectives sur le terrain et c'est pour un double objectif, identifier les acteurs et promouvoir leurs activités. Younous Atawel Kamara. Les responsables en charge du bureau de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Boké entendent redynamiser le secteur. Le lancement officiel de la campagne d'enrôlement des membres du secteur illustre parfaitement cette volonté des responsables du bureau régional. Dans cette salle, opérateurs économiques, commerçants, industriels et artisans de Boké sont fortement mobilisés pour se faire enrôler en vue d'obtenir la carte d'adhésion. À notre niveau ici, nous demandons les pièces à fournir. La carte d'identité, soit le passeport, ou l'extrait biométrique. Ceux qui sont dans le formel, on demande aussi le RCCM et le NIF ou le CUTIS, qu'il soit un opérateur économique, un industriel, un artisan, ils sont tous concernés. Je les encourage de venir parce qu'une fois ils ont cette carte, et ils seront assistés par la Chambre. Je sais qu'en prenant cette carte, je vais avoir beaucoup d'opportunités, surtout quand il s'agit des problèmes liés au commerce. Je vais avoir beaucoup d'autres qui vont intervenir pour moi afin que les problèmes soient résolus. Ici, toutes les mesures sont envisagées pour le bon déroulement du processus d'enrôlement des adhérents venus de partout dans la région de Boké. Cette carte peut appuyer l'intéressé au niveau des institutions internationales, l'obtention de visas et surtout les forums qui se tiennent à l'extérieur. L'intéressé peut facilement voyager et facilement aussi trouver des partenaires. Puis c'est ce qui aujourd'hui doit animer tout Guinéen aujourd'hui. Il faut qu'on change de fusionner aujourd'hui. Ce processus d'enrôlement des adhérents du bureau régional de commerce, d'industrie et d'artisanat de Boké va se poursuivre dans les différentes préfectures et sous-préfectures relevant de la région administrative de Boké. On reste toujours à Boké, cette fois-ci au cœur des projets communautaires, facilitation de l'accès aux services sociaux de base, un coup de pouce de la compagnie des bauxites de Guinée. L'enveloppe est débloquée annuellement et s'élève à 2 millions de dollars. Elle est destinée à la réalisation des travaux d'intérêt public. Foudé Camara. Au-delà de l'exploitation minière, la compagnie des bauxites de Guinée accompagne les communautés locales à travers la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Dans la mise en œuvre de cette politique de réduction des disparités, 4 salles de classe sont sorties de terre à Boké, à Missira, dans la sous-préfecture de Binti-Modia. Pour un enseignement de proximité de qualité, à quelques kilomètres de Kamsar,
le village de Kawas a aussi bénéficié de 8 salles de classe avec des blocs sanitaires à usage scolaire. Nous souhaitons vraiment aider les communautés en construisant, en leur donnant la chance d'avoir des infrastructures fonctionnelles. Néanmoins, nous attendons de leur part, et aussi des autorités locales, qu'ils s'approprient de ces infrastructures et qu'ils puissent les entretenir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils puissent en faire un usage durable afin que cela bénéficie au plus grand nombre. Au-delà de la construction des écoles à Missira et Kawas, des logements sociaux ont été réalisés pour le personnel enseignant de l'école primaire de Fodé Kontéa, dans Kolaboui. Au Kambalanta et au port Néné de Kamsar, des centres de santé, autrefois vétustes, sont rénovés. Nous sommes à 90% de réalisation. Le centre de santé couvre 4 districts, dont 3 sont dans les îles, Koufin, Binari et Boitini. Et Kamsar Centre couvre 9 secteurs aussi. Des forages sont aussi réalisés dans les quartiers de Bagataï, au centre de santé de Kassapo et à l'école primaire Filima de Kamsar. Des forages qui vont contribuer à changer le quotidien des bénéficiaires, autrefois confrontés aux difficultés d'accès à l'eau potable. Avant, on avait des difficultés en matière d'addition d'eau. On a tellement d'effectifs, même vous voyez, ça c'est le soir. Filima 1 a près de 1000 élèves. Filima 2, mon collègue qui est là, 1013 élèves. Donc vous voyez, si l'école reste sans eau, c'est que ça fait. Donc ça nous a vraiment soulagés. Ici c'est une structure sanitaire. On ne peut pas vivre sans l'eau. Les malades sont là. Les malades sortaient pour chercher l'eau. On avait un pied amélioré, mais néanmoins ça ne satisfait pas la population. Du fait qu'aujourd'hui on a un forage, c'est une satisfaction totale pour nous parce qu'il y a l'eau 24 heures sur 24 heures. La population ne souffre pas. Dernière escale de ce marathon de 72 heures au cœur des projets communautaires de la CBG, la cité de Kamsar, pour cultiver le goût de lire chez les élèves et démocratiser l'accès au savoir pour la jeunesse. La rénovation de la bibliothèque communautaire de Kamsar avance à grands pas. Ces chantiers éducatifs, sanitaires et culturels viennent transformer les rêves des communautés en réalité. Place maintenant à la vulgarisation des rapports ITIE 2022-2023. L'activité se déroule à Sigiri et dans les locaux de la SAG. Il s'agit d'expliquer aux communautés les paiements effectués par les compagnies minières. Moussa Kouyaté. C'est ici à la préfecture de Sigiri, ville aurifère, que la mission a expliqué le contenu de ces 2 rapports aux acteurs de la société civile et les représentants des communes impactées des activités minières. On nous a enseigné de ce qu'on ne connaît pas. On nous a doté des documents pour lesquels on va travailler. On les encourage de continuer sur ça. Je souhaite que la sensibilisation continue entre nous, la causerie continue entre les fils et les filles de Sigiri pour qu'on puisse avoir la cohésion et le développement à Sigiri. Cela montre la transparence dans les industries extractives. C'est de dire aux jeunes de se calmer, que la retenue est le meilleur moyen. C'est de dire aux jeunes que l'État et les collectivités locales sont en train de travailler pour eux. De la préfecture, la mission s'est rendue à la SAG, principale société minière de Sigiri, pour le même exercice. Un exercice soutenu et apprécié par les responsables de la société Anglo Gold Ashanti de Guinée. Et les chiffres présentés dans ces rapports aujourd'hui nous montrent à suffisance la contribution de façon générale que font les sociétés minières, mais surtout celle de la SAG, que nous avons l'aimabilité de produire ces rapports de façon mensuelle ou annuelle. Sur la base de cette présentation pour 2022-2023, nous essayons de voir clairement quelle est effectivement notre part, n'est-ce pas, de responsabilité. C'est vraiment un rapport qui nous intéresse et qui doit intéresser toutes les sociétés minières à travers la Guinée. Selon les rapports, la production artisanale de l'or a dépassé la production industrielle ces dernières années. Pour ces responsables de la SAG, des dispositions doivent être prises par les autorités pour changer la donne. Par ailleurs, entre civils et militaires, le débat s'installe. L'Université générale Lansana Conté de Symphonie a servi de cadre
Objectif, briser le tabou entre ces deux entités. Il est question de mieux outiller la jeunesse face aux défis du marché de l'emploi. Adjudant Abdelkader Kamara de la presse militaire. La générale de brigade Fatoumata Yari Silla, directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, troque le commandement pour la transmission du savoir-faire. Ici, à l'Université générale Lansana Conté de Somfounia, elle préside une séance intensive de renforcement de capacités. Au menu pour ses participants, le leadership professionnel, la gestion des ressources humaines et les techniques de recherche d'emploi. L'objectif est clair, insuffler la rigueur du treillis dans le parcours académique pour mettre l'excellence et la discipline au service exclusif de la nation. Cet atelier s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. En réunissant militaires, journalistes et acteurs de la société civile, nous avons créé un espace de dialogue qui incarne concrètement ce que doit être l'action civique. Durant ces jours passés ensemble, vous avez exploré 3 domaines qui constituent les fondations de toute organisation moderne et efficace. Ces thématiques ont été choisies avec soin. Elles répondent aux exigences actuelles du monde professionnel, aux enjeux de gouvernance moderne et aux nouveaux défis de la communication numérique. Pendant plusieurs jours, les barrières hiérarchiques et les clivages entre civils et militaires se sont effacés. Facilitateurs et participants ont communié autour d'un idéal unique. Renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité, mais aussi les civils dans ces modules-là, c'est de leur permettre de comprendre toutes les dimensions, toute la chaîne d'une décision qui va forcément impacter la vie de leurs collègues, leurs camarades et leur société. Nous avons appris avec eux le leadership, le management, en plus la gestion des ressources humaines, ce qui nous rend très forts dans le futur, comment collaborer, échanger avec nos chefs. Cette initiative de la structure de communication Arcom Guinée prouve que la rigueur militaire et l'effervescence universitaire forment un alliage puissant. En transmettant ses valeurs, la générale de brigade Fatoumata Yari Silla trace une voie pour la jeunesse, celle d'un leadership sans frontières où l'excellence reste le seul mot d'ordre. Dans l'actualité toujours, préservation et valorisation des ressources naturelles. Un projet local piloté depuis 2023 par les paysans du Fouta Djallon. Pour la clôture, un bilan est dressé. On note des hectares reboisés, des pépinières créées et plusieurs formations au profit des jeunes et femmes. Saint-Martin Fancina de nous. Au cœur du massif du Fouta Djallon, véritable château de l'Afrique de l'Ouest, évolue le projet Hiwen Bourenden Farli, c'est-à-dire protéger la nature et notre devoir. Une démarche innovante de la Fédération des paysans du Fouta Djallon, portée depuis 2023. 3 ans après, les acteurs se retrouvent pour évaluer les résultats obtenus, identifier les défis persistants et tracer des perspectives durables pour la gestion intégrée. On fait dedans de l'alphabétisation pour apporter un plus aux femmes parce que la tâche est plus forte. Mais aussi, il faut savoir que on a fait des cordons pierreux pour protéger davantage les falaises pour que toute l'eau ne ravine pas la terre vers les cours d'eau. Face à ces défis, la Fédération des paysans du Fouta Djallon a porté une approche à la fois ambitieuse et pragmatique, intervenir à l'échelle des sous-bassins versants en associant dans une approche territoriale les collectivités, les services de l'État et l'ensemble des usagers. C'est cette vision concertée que nous avons souhaité accompagner, à hauteur de 800 000 € pour une durée de 3 ans. Co-financé par l'Agence française de développement AFD et de CCFD Terre Solidaire, ce programme a permis d'accompagner les producteurs des préfectures de Koundara, Gawal, Mali, Tougué, Luma, Pita, Labé et Dalaba dans une dynamique collective pour une meilleure gestion des ressources en eau et l'adoption de bonnes pratiques agroécologiques adaptées au changement climatique. Merci à la Fédération paysanne du Fouta
Djalon. L'intervention dans le massif de Fouta Djalon s'inscrit en droite ligne des priorités définies par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui nous a instruit en réponse à l'annonce de l'engagement de la Guinée pour l'inscription du massif de Fouta Djalon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi sur la liste de réserve mondiale de biosphère. À travers cette initiative, la Fédération des paysans du Fouta Djalon démontre que la protection des ressources naturelles n'est pas uniquement une question environnementale. Elle est aussi économique, sociale et générationnelle, avec un message clair. La sauvegarde des sous-bassins versants, un engagement indissociable de la sécurité alimentaire, de la stabilité rurale et du développement durable de la région. À Kindia, le ministre de la Culture sur le chantier de voile de la mariée, en site en construction classé prioritaire par le président de la République. Objectif de la visite, faire vite et bien dans le but de positionner la Guinée comme destination touristique. Fatoumata Batouli Diallo. Les travaux de rénovation et d'extension du voile de la mariée, bijou naturel de Kindia, avancent à grands pas. Le taux d'exécution est estimé à plus de 82%. Sur le terrain, le ministre Moussa Moïse Silla met un accent particulier sur l'importance de ce site avant d'inviter les autorités administratives et populations riveraines à une bonne collaboration avec les travailleurs pour accélérer les travaux. Il est important pour nous que ce site soit terminé le plus rapidement possible avant le début des grandes pluies. Le site du voile de la mariée n'est plus à présenter. C'est un site écologique qui a un microclimat particulier et qu'une fois fini permettra à Kindia d'être une sorte de carte postale en République de Guinée et bien au-delà. Après la visite du chantier du voile de la mariée, le ministre et sa suite se sont rendus également sur le site des eaux de Kilissi pour accueillir les touristes du rallye Budapest-Bamako. Nous avons voulu venir à leur rencontre pour leur expliquer que la Guinée ne peut plus être juste un point de transit sur un itinéraire international. Nous voulons être un point de séjour, une destination finale pour le rallye, pour les prochaines éditions, parce que nous avons quelque chose à raconter au monde. Les touristes du rallye Budapest-Bamako ont été séduits par l'accueil et la chaleur humaine. Des cadeaux symboliques, casquettes locales et statuettes traditionnelles ont renforcé l'identité culturelle de l'étape. On voit souvent à la télévision, dans les médias occidentaux, et que c'est vraiment unique comme expérience. Les gens sont très sympathiques, on adore, les paysages sont merveilleux. La modernisation du site du voile de la mariée est une ambition nourrie par le gouvernement pour l'accueil de visiteurs internationaux. Avec l'engagement des acteurs locaux, la stratégie des Brading Guinée avance, combinant développement économique, valorisation culturelle et rayonnement international. Autre facette de cette édition, mutilation génitale féminine, tolérance zéro à l'échelle internationale. Déjà, les projections sont faites pour 2030. La Guinée n'est pas à l'abri de la riposte contre les MGF, une célébration en différé qui milite pour l'éradication de la pratique. Mohamed Kamara, Al-Khali, Kobele Keïta. La journée internationale tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines est à sa 14e édition. C'est une journée qui reste focus sur l'accélération de la lutte contre la pratique des MGF dans le monde. Aujourd'hui, elle touche environ 200 millions de femmes et de filles à travers le monde entier. En Guinée, les autorités comptent faire de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes une réalité. La lutte contre les mutilations génitales féminines est une priorité d'action, de résultat et de redevabilité. Ce combat n'est pas non seulement institutionnel, il est moral, il est national. Dans notre pays, la prévalence de cette pratique demeure élevée, en particulier dans certaines régions ou au sein de certaines tranches d'âge. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Derrière chaque statistique, il y a un enfant, il y a une famille, il y a un avenir qui peut être compromis à jamais. La cérémonie officielle a réuni
les autorités gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies, ainsi que les acteurs de la société civile, tous unis pour freiner l'ampleur de la pratique. J'exhorte l'ensemble des autorités locales à la base de s'impliquer activement dans cette lutte, dans les communes, dans les quartiers et dans les secteurs. Nous croyons qu'il est temps de changer d'échelle et de stratégie. Nous devons passer d'une logique des projets à une logique des systèmes, en intégrant pleinement la lutte contre les MGF dans les budgets nationaux et locaux, avec des ressources identifiées, suivies et durables. La rencontre s'est soldée par l'adoption d'un texte d'engagement visant à intégrer la lutte contre les MGF dans les plans de développement locaux ainsi que dans les plans d'investissement annuels dans les 13 communes de Conakry. Également, à travers un panel, les échanges ont mis en lumière la nécessité d'un engagement politique constant d'investissement durable. Pendant ce temps, solidarité exprimée au sommet de l'État et c'est au profit de la Confédération nationale des albinos de Guinée. Il s'agit de 2 minibus offerts par le président de la République afin de renforcer la mobilité et la scolarisation des bénéficiaires. Bakary Bamba Condé, images et témoignages. Le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a fait parler son cœur en offrant 2 minibus au centre d'insertion des jeunes albinos de Sangoya. La cérémonie de réception s'est tenue ce vendredi 13 février 2026 au siège du dit centre avec l'implication de la fondation Je Danse qui s'est notamment investie auprès du chef de l'État pour matérialiser ce rêve. Le fondateur du centre s'est dit heureusement surpris par ce énième geste magnanime du chef de l'État qui ne cesse d'apporter du réconfort aux plus déshérités et vulnérables. En tant que président de la République, ce qu'il a fait pour nous et pour les enfants vulnérables, vraiment c'est une joie qu'on ne peut pas imaginer. Malgré qu'on a eu assez de difficultés pour ça, et aujourd'hui si Dieu nous donne la chance d'avoir ça, c'est d'abord remercier les personnes de bonne volonté, surtout Madame Alice, qui nous avons promis qui fera son mieux pour voir le président, pour aider ses enfants vulnérables. Le jeune représentant des élèves albinos du centre a salué le geste du président de la République qui leur permet désormais de se rendre à l'école en toute sécurité. On va remercier le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'on n'entendait pas à ça, quoi. On partait à l'école, une fois que notre voiture a été brûlée, on sortait sous le soleil pour partir à l'école. Le soleil n'est pas bon pour nous, les personnes atteintes d'albinisme. Surtout, ça provoque le cancer de peau. Donc, on le remercie infiniment pour le petit geste qu'il a fait pour nous. La coalition des orphelinats de Guinée, Kogipa, a souligné que ce don du chef de l'État vient à point nommé pour soulager les élèves albinos du centre d'insertion de Sangoya. Ces gestes à l'endroit des enfants du centre albinos de Sangoya nous va droit au cœur. Et c'est ici l'occasion de remercier le chef de l'État, de remercier toutes les instances de la République pour l'initiative prise et accompagner le chef de l'État dans le sens de s'occuper aussi des personnes défavorisées et qui sont aussi dans le besoin. La fondation Je Danse, à travers qui le président Mamadi Doumbouya a offert ce don au centre d'insertion de la Confédération nationale des albinos de Guinée, a par la voix de son représentant remercié le chef de l'État en saluant l'engagement constant du président Mamadi Doumbouya en faveur des œuvres de charité. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous, c'est la continuité des actions que le président de la République pose à l'endroit des personnes démunies. Depuis 8 ans que nous organisons ces événements-là, il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans les différents centres orphelinats et nous-mêmes dans l'activité qu'on faisait. Mais depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a exprimé et a montré à suffisance combien de fois les questions liées aux enfants démunis le préoccupent. Donc c'est des questions majeures qu'il prend en compte. La cérémonie s'est terminée par la remise officielle des clés des 2 minibus au fondateur du centre d'insertion de la Confédération nationale des albinos de Guinée de Sangoya
élargie aux responsables de la coalition des orphelinats de Guinée, Kogipa. Plus loin, à Paris, célébration des 10 ans de la structure DENCO, spécialisée dans la protection et la promotion des enfants atteints d'albinisme. Partenaires techniques et financiers se mobilisent, une manière d'interpeller les décideurs et les organisations non gouvernementales. Mohamed Souma, Amadou Touré. Promouvoir les droits des enfants atteints d'albinisme au cœur de la célébration des 10 ans d'existence de la structure DENCO, une ONG de promotion et de protection des enfants atteints d'albinisme en Guinée et en Afrique. Depuis sa création, plusieurs centaines d'enfants albinos en Guinée ont bénéficié d'un accompagnement dans le domaine scolaire et sanitaire à travers des levées de fonds et des séances de sensibilisation et d'information ont aussi été initiées pour les enfants atteints d'albinisme pour leur bien-être et la protection de leurs droits. Votre présence à cette soirée est précieuse. Elle nous a permis de récolter des fonds afin de continuer à poser des efforts utilisés et symboliques pour améliorer la vie des personnes albinos. Aujourd'hui, après 10 années de travail, nous pouvons affirmer avec fierté que des progrès réels ont été accomplis. Ce gala de levée de fonds dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de la structure est soutenu par les organisations de promotion des droits des enfants albinos et l'ambassade de Guinée en France. Et surtout remercier les organisateurs franchement pour cette belle initiative. Soutenir et accompagner les albinos, c'est soutenir les enfants, c'est soutenir les Guinéens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. L'État est en train de mettre des mécanismes en place pour soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Tout dernièrement, une loi est passée dans notre pays portant protection des personnes atteintes d'albinisme. Cela dénote de la volonté ferme des autorités de notre pays à accompagner cette couche vulnérable. La structure DENCO est l'initiative d'une mère d'enfants porteurs d'albinisme. Cette ONG a soutenu plusieurs enfants albinos du continent dans l'offre de produits médicaux, scolaires et des campagnes de sensibilisation sur les risques liés à l'albinisme chez les enfants. Retour au pays, on fonce à Kerouané, dans la commune rurale précisément. Un budget annuel est adopté. C'est pour 2026 bien sûr. Le montant se chiffre à plus de 4 milliards de francs guinéens. Ambition affichée, satisfaire les attentes des populations. Djamokaba, explication. Dans la cité d'Almamissa Mouri Touré, la délégation spéciale affiche ses grandes ambitions de développement local durable. Cette année, encore plus de 4 milliards de francs guinéens sont à mobiliser pour achever des chantiers ouverts et réactiver d'autres secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures routières. Le budget qui vous est soumis est orienté vers les priorités essentielles. Les infrastructures de base, l'éducation, la santé, l'assainissement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La session budgétaire est placée sous le signe de la transparence et de la participation citoyenne. Sur la table des débats, dresser le bilan de l'année 2025 afin de corriger des insuffisances avant de lancer la nouvelle saison de gouvernance locale. Des axes prioritaires sont définis pour répondre aux besoins communautaires. La session budgétaire de cette année, c'est servir de se passer pour construire le présent. Donc ça cadre parfaitement bien avec la volonté du gouvernement de servir ensemble, d'être ensemble au profit des populations de Guinée. Je demande à tous les opérateurs économiques, aux commerçants, aux artisans, à tous ceux qui doivent payer les impôts, les taxes, pour pouvoir mettre tout en œuvre pour effectivement la réalisation du budget de la commune urbaine de Kerouané. À la tête de la municipalité de Kerouané, Lamfia Touré est très engagé à rassurer les communautés pour le respect des engagements communs. Des engagements basés sur le maintien de la bonne gouvernance de proximité pour une gestion de la chose publique guidée par l'esprit de redevabilité et d'obligation de résultats. Développement local toujours. En plus des chiffres et de façon plus pratique, réhabilitation de 46,3 km, une route reliant la commune urbaine de Labé aux communes rurales de Noussi, Mambéa et Kankalabé. Concrétisation de la volonté du gouvernement, délai d'exécution, 5 mois. Sarafudine Diallo, Nabilay Moussa Kamara.
La réhabilitation de la route de 46,3 km reliant la commune urbaine de Labé aux communes rurales de Noussi, Mombéa et Kankalabé devient enfin une réalité. Longtemps attendue par les populations riveraines, cette infrastructure est réalisée grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers le ministère des Travaux publics sur financement du budget national de développement. À l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux, nous disons Toli et leur demandons humblement de bien vouloir réaliser cet ouvrage dans les règles de l'art, des normes, de délai impartis et de la qualité requise. Les travaux entièrement mécanisés et intégrant des ouvrages de franchissement s'étaleront sur une durée de 5 mois. Nous nous engageons à réaliser ces travaux dans le respect des normes techniques avec un suivi permanent assuré par les services compétents. Les travaux qui démarrent aujourd'hui portent à la fois sur la chaussée et sur les ouvrages de franchissement le long de la route afin de garantir une meilleure résistance aux intempéries et une praticabilité en toute saison. Le lancement officiel de ce chantier a mobilisé autorités administratives et locales, bénéficiaires et responsables de l'entreprise. Tous saluent un projet structurant, porteur d'espoir pour les communautés traversées. C'est de créer la richesse pour cette population afin que le revenu s'améliore. Pour tous ces actes, nous disons au président de la République, Mamadi Doumbouya, merci. Cette route, une fois réhabilitée, va désenclaver les localités de Noussi, Mombéa et Kankalabé. Relancer les activités commerciales et agricoles, renforcer la cohésion sociale communautaire et positionner à nouveau comme un grenier agricole pour les préfectures de Labé et d'Alaba. Appui aux collectivités locales, un défi que se fixe l'ANAFIC. À Farana, le directeur général de l'institution évalue les travaux en cours de réalisation. Par ailleurs, il profite pour installer le nouveau chef d'antenne de la région. Ibrahima Oulenfofana, Silati Kourouman. Le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est à Farana. Objectif de la présence de Sekouma Ouattouré est de toucher du doigt le niveau d'exécution du futur siège du bureau de l'ANAFIC de la région. Selon les spécialistes, les travaux de cet édifice sont à plus de 90% à ce jour. Qui, à travers la lettre de mission qui nous a été assignée et conformément à notre contrat de performance, a bien voulu nous mentionner dans notre lettre et de créer au niveau de toutes nos antennes régionales les conditions de travail décent pour le cadre qui évolue à proximité des collectivités. Et je pense que c'est dans ce sens que nous avons érigé ce bijou qui est en construction et qui, j'espère bien, dans les jours ou les mois qui suivent, va se voir inauguré. Parallèlement, le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC a aussi procédé à l'installation du nouveau chef d'antenne régionale et le passage de témoins entre trésoriers sortants et entrants. Je mesure à sa juste valeur la responsabilité et l'immensité des tâches qui m'attendent dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Je voudrais réitérer ici mon engagement et ma ferme volonté de m'investir et de consacrer toute mon énergie à travailler dans une synergie d'action avec tous les cadres de l'ARA, les services régionaux, préfectoraux, communaux et tous les partenaires du terrain pour l'atteinte des objectifs auxquels nous serons assignés. L'ANAFIC est une structure importante de l'État qui constitue un instrument essentiel de la politique de décentralisation engagée par l'État guinéen. À travers cette institution, le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir le développement local. Eu égard aux différents résultats générés par l'équipe sortante, le directeur général de l'ANAFIC n'a pas caché sa satisfaction tout en appelant les promus à plus d'abnégation et de sérieux à la conduite et la supervision des chantiers ouverts par l'Agence nationale de financement des collectivités en faveur de la région administrative de Farana.
C'est l'un des titres de cette édition. Dialogue interreligieux. L'archevêché de Conakry a été le théâtre d'un colloque régional. Les travaux sont terminés. Le vivre ensemble entre musulmans et chrétiens était au centre des assises. Dernière activité, la visite du centre islamique de Donka. Marie-Simone Noël Tolno, Robert Bangoura. C'est un colloque qui réunit à la fois des fidèles chrétiens catholiques et musulmans. Il aura fallu 3 jours d'intenses travaux pour aboutir à des résultats concluants. Après la fin des travaux du colloque, ici, dans cette salle Raymond Chidimbo et à l'église Saint-Michel de Koleya, certains officiels venus des autres pays africains ainsi que des émissaires du Vatican ont mis leur séjour de travail à profit pour rendre une visite fraternelle au centre islamique de Donka. La délégation de Rome a tenu à venir à la grande mosquée, au centre islamique, pour saluer nos frères musulmans et leur dire toute l'attention que Rome porte à cette rencontre islamo-chrétienne. Alors la perspective est maintenant on doit continuer à travailler parce que la paix arrive à travers nous. La Guinée étant un pays laïque à l'image de certains pays africains, continue à maintenir la coexistence pacifique entre les confessions religieuses. Cette visite représente un symbole fort d'acceptation et de bonne collaboration entre les deux religions. Nous encourageons beaucoup ces démarches de colloques. Le président n'a pas seulement se limité que le gouvernement soit représenté par le ministre des Affaires religieuses. Il a aussi envoyé le premier ministre chef du gouvernement pour le représenter personnellement et souhaiter le bienvenu à nos hôtes. La visite s'est poursuivie à la grande mosquée Faisal. Respectant le lieu sacré, ces responsables religieux ont suivi avec attention les consignes recommandées dans cette grande maison de Dieu. Cette visite fraternelle est achevée au mausolée des vaillants fils de Guinée, disparus parmi lesquels le feu président Ahmed Sékou Touré et l'Almami Samori Touré. On parle promotion des langues nationales. Tenue à Conakry de la journée culturelle Adlam Poulakou. C'est la 4e édition cette année. Un rendez-vous qui célèbre l'excellence et le mérite au niveau des apprenants. Aboubakar Djabi nous fait le point. Ces derniers temps, la promotion des langues nationales du pays constitue une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens et structures. Ici, dans la capitale Conakry, la journée culturelle Adlam Poulakou se poursuit dans cette logique pour promouvoir nos coutumes et mœurs. Elle se tient pour la 4e fois de suite en regroupant des élèves de Adlam venus à travers le pays. C'est une journée où on rassemble des élèves de Adlam partout en Guinée. Les meilleurs, ils viennent faire une compétition de Adlam Poula. Et cette journée, en fait, c'est pour sensibiliser surtout la jeunesse sur l'importance de parler la langue Poula, mais surtout d'utiliser le caractère Adlam qui est l'écriture pour écrire correctement le Poula. Ça nous pousse à connaître notre langue et à mieux se défendre lors d'un débat. Je me sens si fier parce que c'est la langue qui j'ai été depuis l'enfance. C'est une compétition axée sur une série d'activités pédagogiques comme la poésie et la lecture dans la langue poulard. Comme les précédentes éditions, elle prévoit de primer les meilleurs candidats pour vulgariser l'enseignement dans la langue arabe à travers des manuels conçus à cet effet par ces structures initiatrices. La cause commune, c'est cette langue nationale. C'est notre arme, c'est l'arme qui va nous aider à assurer l'indépendance guinéenne. La vraie indépendance guinéenne, c'est d'avoir encore l'autonomie de la langue. Nous savons que nos langues nationales, c'est notre culture, c'est affirmer son identité tout en étant avec les autres aussi. Donc c'est quelque chose à encourager. Mais ça, je sais que des moyens seront déployés pour permettre aux langues nationales d'exister telles qu'il se doit. Dans cette salle des congrès du Palais du Peuple, ces participants n'ont pas manqué d'afficher leur identité culturelle. À travers ce moment festif et éducatif, il a été aussi question de mettre en valeur le textile guinéen, une manière de bien représenter la diversité culturelle et traditionnelle du pays pour un développement socio-économique durable.
Merci de nous suivre à Lola, Kankan, Koubia, Dubreka et partout en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous.